Chapitre 9. La fondation de Narnia. Le lion allait et venait sur cette terre vide, en poursuivant un nouveau chant, plus doux et plus rythmé que celui qui lui avait permis de convoquer le soleil et les étoiles. À mesure qu'il se déplaçait, au rythme de cette mélodie délicate et flottante, la vallée se recouvrait d'une herbe verdoyante qui jaillissait sous ses pas, comme l'eau vive, et s'étendait sur les flancs des coteaux, comme une onde. L'herbe grimpait ensuite au pied des montagnes, couvrant ce nouveau monde d'un manteau de douceur de plus en plus étendu. Une brise légère se mit à faire ondoyer l'herbe, et d'autres éléments apparurent. Une bruyère sombre vint tapisser les versants les plus élevés. Des taches d'un vert plus fort et plus vif surgirent dans la vallée. Diggory ignorait ce que c'était, jusqu'au moment où l'une d'elles apparut suffisamment près de lui. C'était une petite chose piquante, dont jaillissaient des douzaines de bras de couleur verte, poussant d'1 centimètre environ toutes les secondes. Très vite, Diggory fut cerné de dizaines de ses pouces, et quand elles eurent atteint à peu près sa taille, il comprit enfin ce que c'était. « Des arbres !» s'exclama-t-il. Le seul problème, devait expliquer plus tard Polly, c'est qu'il ne pouvait pas admirer ce paysage en paix. Ainsi, au moment où Diggory s'exclamait « Des arbres !» il avait dû sauter sur le côté, pour éviter l'oncle Andrew, qui venait encore de se glisser contre lui pour fouiller dans sa poche. Ce qui d'ailleurs ne lui aurait pas été très utile, car elle visait la poche droite, croyant toujours que des bagues vertes étaient les bagues de retour. « Arrêtez !» hurla la sorcière. « Reculez! Non, plus loin! Le premier qui s'approche de l'un des enfants à moins de 10 pas, je lui fais sauter la cervelle !» Elle brandit alors la barre métallique, arrachée au réverbère, prête à abattre le premier venu. Or, tout le monde savait qu'elle n'était pas mauvaise au lancer. « Alors, dit-elle, comme ça vous seriez prêt à revenir en douce dans votre monde en m'abandonnant ici. » Enfin, l'oncle Andrew montra qu'il avait du caractère et savait dominer sa frayeur. « Oui, madame, parfaitement, répondit-il. Ce serait même mon droit le plus strict, car vous m'avez traité jusqu'ici de la façon la plus éhontée et la plus intolérable, tandis que j'ai tout fait pour me montrer aussi correct que possible à votre égard. Et quelle fut ma récompense? Vous avez volé, je dis bien volé, un joaillier extrêmement respectable. Vous avez longuement insisté pour que je vous offre un déjeuner excessivement luxueux, pour ne pas dire ostentatoire, alors que j'étais obligé de mettre en gage ma montre de gousset et ma chaîne afin d'y subvenir. Or, permettez-moi de le souligner en passant, chère madame, personne dans notre famille n'a jamais fréquenté les monts de piété. C'était mon cousin Edward, et encore parce qu'il appartenait à un régiment de cavalerie. En outre, au cours de ce déjeuner, que j'ai toujours du mal à digérer, j'en suis quasiment malade à l'instant même, vous avez, et de façon la plus outrageuse, attiré l'attention de toutes les personnes présentes par votre comportement et vos propos. J'estime que j'ai été humilié en public. Jamais je n'oserai plus me montrer dans ce restaurant. Qui plus est, vous avez assailli la police. Vous avez volé. Eh, fermez-la, mon vieux. Fermez-la, interrompit le cocher. Admirez et écoutez plutôt ce spectacle. Et taisez-vous. Le fait est que le spectacle était étonnant. L'arbre que Diggory avait vu pousser à côté de lui était à présent un hêtre, au fait de sa croissance, dont les branches oscillaient délicatement au-dessus de sa tête. Autour se déployait une pelouse d'herbes fraîches, parsemée de pâquerettes et de boutons d'or. Un peu plus bas, le long du fleuve, poussaient des saules dont les rameaux se mêlaient à des bouquets de branches de groseilliers, de lilas, de roses sauvages, de rhododendrons. Le cheval se régalait de touffes d'herbes nouvelles qu'il arrachait au sol. Le lion ne cessait de chanter et de déambuler, décrivant de longs méandres qui le rapprochaient un peu plus à chaque détour. Polly trouvait son chant de plus en plus intéressant à écouter, car elle avait l'impression qu'elle pouvait établir un lien entre la mélodie
et les éléments qui apparaissaient. Ainsi, lorsqu'une rangée de sapins verts foncés surgit à quelques mètres, elle crut comprendre qu'ils étaient liés à une série de notes basses, continues que le lion venait d'émettre. Et lorsque celui-ci attaqua une série de notes plus légères, elle ne fut pas surprise de voir apparaître de tous côtés des primes verts. Non sans un indicible sentiment d'exaltation, elle était absolument certaine que toutes les choses naissaient de la tête du lion, comme elle le disait. En écoutant son chant et en regardant autour de soi attentivement, l'on entendait et l'on voyait des choses qu'il concevait. C'était un phénomène si extraordinaire qu'elle n'avait pas le temps d'avoir peur. Diggory et le cocher, eux, ne pouvaient s'empêcher d'être un peu plus anxieux à chaque nouveau détour que décrivait le lion. Quant à l'oncle Andrew, il avait les dents qui claquaient, mais ses genoux tremblaient tellement qu'il ne pouvait pas s'enfuir. Tout à coup, la sorcière fit un pas en direction du lion, continua d'avancer, toujours en chantant, de son pas lent et pesant. Elle brandit le bras et lança sa barre métallique contre sa tête. Personne, surtout jadis, n'aurait pu rater une cible à cette distance. Le lion n'était qu'à une douzaine de mètres. La barre heurta le lion en plein front, mais elle rebondit et retomba lourdement dans l'herbe. Le lion, imperturbable, continua à avancer au même pas. Il était impossible de savoir s'il avait conscience d'avoir été frappé. Sa démarche était toujours aussi souple et feutrée, mais l'on sentait la terre trembler sous son poids. La sorcière poussa un hurlement et s'éloigna en courant. Quelques instants après, elle avait disparu au milieu des arbres. L'oncle Andrew se retourna pour prendre la poudre d'escampette, lui aussi, mais il trébucha contre une racine et s'étala la tête première dans un petit ruisseau qui coulait vers le fleuve. Les enfants étaient paralysés. Ils ne savaient plus vraiment ce qu'ils voulaient. Le lion ne faisait pas attention à eux. Il chantait, la gueule grande ouverte. Il passa si près d'eux qu'ils auraient pu caresser sa crinière. Mais ils avaient trop peur qu'ils se retournent et les fusillent du regard, tout en ayant la bizarre envie d'essayer. De toute façon, le lion ne parut pas plus les remarquer que s'ils eussent été invisibles et inodores. Il les dépassa, revint sur ses pas, repassa devant eux, puis continua sa marche en direction de l'est. À ce moment-là, l'oncle Andrew se ressaisit, toussant et crachotant. « Écoute, Diggory, dit-il, nous sommes enfin débarrassés de cette femme, et cette brute de lion est partie. Donne-moi la main, immédiatement ta bague. »« Halte là !» répondit Diggory en reculant. « Polly, éloigne-toi de lui. Viens près de moi. Maintenant, je vous préviens, oncle Andrew, si vous faites un pas, vous disparaissez. »« Fais ce qu'on te dit, mon petit, répliqua l'oncle Andrew. Je te trouve extrêmement insolent et mal élevé. »« Jamais de la vie, répondit Diggory. Nous avons l'intention de rester ici pour voir ce qui se passe. Je crois que vous vouliez découvrir d'autres mondes. Vous n'aimez pas ça ici? Oh, aimez ça! Regarde l'état dans lequel je suis. C'était ma redingote et mon gilet les plus chics. Il faut avouer qu'il formait un tableau pitoyable. Évidemment, plus vous êtes habillé, plus vous avez l'air lamentable après un accident de fiacre et une chute dans un ruisseau boueux. Je dis pas que cet endroit ne présente aucun intérêt, s'expliqua-t-il. Si j'étais plus jeune, oui, je reviendrais sans doute avec un bon gaillard qui chasserait le gros gibier. Il y a sûrement de quoi tirer parti de ce pays. Le climat est délicieux, je n'ai jamais connu une telle pureté d'air. Je suis certain que ça m'aurait fait du bien ici. Si les circonstances avaient été plus favorables, et si nous avions eu un fusil... Oh, un fusil! S'écria le cocher. Bon, je crois que je vais aller bouchonner un peu mon petit fraise. Ce cheval a plus de bon sens que certaines personnes que je ne mentionnerai pas, ajouta-t-il avant de s'éloigner, en sifflotant, comme le font souvent les palefreniers. « Vous croyez vraiment que ce lion pourrait être tué d'un simple coup de fusil? » demanda Diggory. « Il n'a pas eu l'air d'être tellement troublé par la barre métallique de tout à l'heure. » Malgré tous ses défauts, dit l'oncle Andrew, cette fille a un sacré culot, mon garçon. C'était ce qu'il y avait de plus malin à faire.
Il se frotta les mains et fit craquer ses articulations, comme s'il avait à nouveau oublié à quel point la sorcière le paralysait à chaque fois qu'elle était devant lui. « Quelle cruauté !» intervint Polly. « Qu'est-ce qu'il lui avait fait? »« Tiens, mais qu'est-ce que c'est? » s'écria Diggory, qui venait de se précipiter pour observer quelque chose un peu plus loin. « Polly, viens! Viens voir !» L'oncle Andrew suivit Polly, non pas parce qu'il avait envie de voir lui aussi, mais parce qu'il ne voulait pas s'éloigner des enfants. On ne savait jamais, il pourrait peut-être le subtiliser les bagues. Lorsqu'il découvrit ce que Diggory était en train de regarder, sa curiosité aussi fut piquée. C'était d'une parfaite petite réplique de réverbère, d'1 mètre de hauteur environ, qui s'allongeait et s'élargissait à vue d'œil. Il poussait exactement comme un arbre. En plus, il est vivant. Je veux dire, il est allumé, ajouta Diggory. C'était vrai. En faisant de l'ombre, pour éviter l'éclat du soleil, on pouvait voir la petite flamme intérieure. Remarquable, tout à fait remarquable, murmurait l'oncle Andrew. Même moi, je n'aurais jamais imaginé un tel phénomène magique. Nous sommes dans un monde où tout, même les réverbères, naît à la vie et croît. Seulement, je me demande à partir de quelle espèce de graines les réverbères poussent. Mais vous ne voyez pas? Demanda Diggory. C'est là que la barre métallique est retombée. La barre que la sorcière a arrachée sur les réverbères chez nous. Elle s'est enfoncée dans le sol et elle réapparaît sous forme d'un jeune réverbère. À présent plus si jeune que ça. Il avait déjà atteint la taille de Diggory pendant que celui-ci parlait. « C'est ça! Hallucinant! Hallucinant! » répétait l'oncle Andrew en se frottant les mains plus énergiquement que jamais. « Ha ha! Quand je pense qu'on se moquait de mes expériences, et ma sœur, cette petite sotte, qui pense que je suis fou. Je me demande ce qu'ils vont dire désormais. J'ai découvert un monde où tout explose de vie et de croissance. Christophe Colomb, on parle toujours de Christophe Colomb, mais à côté de ça, c'est quoi l'Amérique? Le potentiel commercial de ce pays est sans limite. Apportez quelques vieux morceaux de métal rouillé, enterrez-les, et hop, ils renaissent sous forme de superbes wagons de chemin de fer, de navires de guerre, de tout ce que vous voudrez. Tout cela pour rien, mais moi, je peux les vendre au prix fort en Angleterre et je serai millionnaire. En plus, il y a le climat. Je me sens déjà rajeuni de plusieurs années. Je pourrais transformer ce lieu en une station thermale. Un bon sanatorium ici rapporterait environ 1 million par an. Bien sûr, il faudrait que je mette quelques personnes dans le secret. Mais la première chose à faire est de battre cette brute. Vous êtes comme la sorcière, interrompit Polly. Tout ce qui vous intéresse, c'est tuer tout ce qui vous entoure. En ce qui me concerne, continua l'oncle Andrew, poursuivant son rêve tout haut, il est difficile de savoir combien de temps je vivrai si je m'installais ici, car il ne faut pas oublier que j'ai déjà plus de 60 ans. Je ne serais pas surpris de découvrir que je ne vieillirai pas d'un seul jour. Hallucinant! Le pays de l'éternelle jeunesse. Comment? S'écria Diggory. Le pays de l'éternelle jeunesse? Vous pensez vraiment que c'est cela? Diggory, qui n'avait pas oublié ce que la tante Letty avait dit à la dame venue apporter les raisins, se sentit de nouveau envahi par son fol espoir. « Oncle Andrew, demanda-t-il, pensez-vous qu'il y aurait quelque chose qui guérirait maman? »« De quoi parles-tu? » répondit l'oncle Andrew. « Nous ne sommes pas chez un apothicaire. Cependant, comme je le disais, vous vous souciez d'elle comme une guigne! » s'exclama violemment Diggory. « Après tout, c'est votre sœur autant que c'est ma mère! Enfin, tant pis, j'ai l'intention de demander au lion lui-même s'il peut m'aider. » Sur ce, il tourna les talons et s'éloigna sans mot dire. Polly attendit un moment avant d'aller le rejoindre. « Oh là! Arrêtez! Revenez! Ce garçon a perdu la tête! » cria l'oncle Andrew, tout en suivant les enfants à une distance prudente, car il ne voulait ni trop s'éloigner des bagues vertes, ni trop s'approcher du lion. Diggory arriva à la lisière du bois et s'arrêta. Le lion chantait toujours, mais son chant s'était encore métamorphosé. Il ressemblait à ce que nous appellerions une mélodie très entraînante, qui donnait envie de courir, de sauter et de grimper, qui donnait envie de hurler, qui donnait envie de se précipiter sur les autres pour les embrasser ou se battre contre eux.
Diggory lui-même avait déjà le visage brûlant et cramoisi. Quant à l'oncle Andrew, lui aussi était touché. Il ne cessait de répéter « Oh, un sacré culot, cette fille, mon bon monsieur. Dommage qu'elle ait un sale caractère. C'est une sacrée bonne femme, une sacrée bonne femme. » Mais l'effet produit par cette mélodie sur ces deux hommes n'était rien, à côté de celui qu'elle produisait sur la campagne alentour. Vous imaginez un ruban de pelouse se mettre à faire des bulles, comme de l'eau dans une baignoire? Ce serait la meilleure façon de décrire ce qui était en train de se passer. Partout, la terre gonflait en monticules de tailles variées, certains pas plus gros qu'une taupinière, d'autres aussi hauts qu'une brouette, d'autres encore de la taille d'une petite ferme. Les monticules bougeaient et enflaient jusqu'au moment où ils explosaient, dégorgeant un trop-plein de terre broyée, et de chacun surgissait un animal. Les taupes apparaissaient exactement de la même manière que celles qu'on voit en Angleterre. Les chiens aboyaient dès qu'ils avaient la tête libérée et se débattaient comme lorsqu'ils essaient de pénétrer dans une haie par un trou trop étroit. Les cerfs étaient les plus curieux à voir, car leur bois émergeait bien avant le reste du corps, si bien qu'au début, Diggory crut que c'était des arbres. Les grenouilles naissaient le long du fleuve et sautaient immédiatement à l'eau, au milieu de plouf et de croissements sonores. Les panthères, les léopards et tous les animaux de cette espèce s'arrêtaient tout de suite pour débarrasser leurs pattes arrière de la terre, avant de se relever pour aller aiguiser leurs griffes contre les arbres. Des myriades d'oiseaux jaillissaient des arbres, des papillons voletaient, des abeilles commençaient déjà à s'affairer autour des fleurs comme si elles n'avaient pas une seconde à perdre. Mais le moment le plus extraordinaire fut celui où le plus gros des monticules explosa, comme un petit tremblement de terre, et l'on vit émerger un dos arrondi, une tête énorme, pleine de sagesse, et quatre pattes à la peau lourdement plissée, un éléphant. C'était un concert de gazouillis, de roucoulements, de croissements, de braiements, de hennissements, d'aboiements, de mugissements, de bêlements et de barrissements. Diggory n'arrivait plus à entendre le chant du lion, mais il le suivait attentivement du regard, happé par sa stature et sa beauté. Aucun des animaux ne semblait avoir peur de lui. Même le cheval de fiacre, dont Diggory reconnut le bruit des sabots, passa devant lui pour aller rejoindre la petite troupe. Apparemment, la pureté de l'air lui faisait autant bien qu'à l'oncle Andrew. Il avait perdu cet air de vieux chien battu et exploité qu'il avait à Londres, levant bien haut les jambes et maintenant sa tête très droite. Alors, pour la première fois, le lion se tut. Il commença à décrire une ronde au milieu des animaux, s'approchant de temps à autre de deux d'entre eux, toujours deux à la fois, pour frotter son museau contre le leur. Il toucha deux castors, choisis parmi tous les castors, deux léopards parmi les léopards, deux cerfs et deux daims parmi les cervidés. Puis laissa les autres. Il négligea entièrement certaines races d'animaux. Mais les pères qu'il avait choisis abandonnaient instantanément leurs semblables pour le suivre. Enfin, il s'immobilisa, et toutes les créatures qu'il avait élues s'approchaient pour former un large cercle autour de lui. Les autres s'éloignèrent petit à petit. Les bêtes choisies se tenaient à présent dans un profond silence, les yeux fixés sur le lion. Les félins donnaient de temps à autre un coup de queue, mais tous étaient parfaitement calmes. Pour la première fois, un silence absolu régnait, que seul troublait le bruit de l'eau vive. Diggory sentait son cœur battre à tout rompre. Il savait que quelque chose de très solennel allait être accompli. Il n'avait pas oublié sa mère, mais il savait que, même pour elle, il était impossible d'interrompre pareille cérémonie. Le lion scrutait les animaux avec une telle intensité qu'il semblait s'apprêter à les enflammer de son seul regard. Alors, un changement se produisit. Les animaux les plus petits, les lapins, les taupes et leurs congénères, se mirent soudain
à grossir. Et les plus grands, c'était surtout visible sur les éléphants, rapetissèrent légèrement. De nombreux animaux s'assirent sur leurs pattes arrière. La plupart penchaient la tête de côté, comme s'ils devaient faire un sérieux effort de compréhension. Le lion ouvrit la gueule, mais nul son n'en sortit. Il exhala un long souffle tiède qui fit vaciller les bêtes, comme le vent fait frissonner une rangée d'arbres. Beaucoup plus haut, au-delà du voile de ciel bleu qui les cachait, les étoiles recommencèrent à chanter. Un chant épuré, froid, aride. Un immense éclair qui ne brûla personne jaillit du ciel, ou du lion lui-même, telle une langue de feu, et les enfants sentirent chacune des gouttes de leur sang picoter à l'intérieur de leur corps. Quand enfin, la voix la plus profonde et la plus sauvage qu'ils aient jamais entendue résonna et prononça ces paroles. Narnia, Narnia, réveille-toi. Aime, pense, parle. Que les arbres marchent, que les bêtes parlent, que les eaux divines soient.